Bonjour, nous sommes sur ActuSF le dimanche des Utopiales, le 1er novembre 2009, et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Mélanie Fazi. On va parler de son recueil Serpentine. Alors Mélanie, est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as composé ce recueil à l'époque qui est sorti en 2004 ? Il était paru au départ chez les éditions de l'Oxymore. Et la composition s'est passée de manière très simple, c'est-à-dire que j'ai eu ce projet de recueil avec Léa Sillol qui m'a contacté pour proposer de composer un recueil. Donc, et j'ai fait un tri parmi les textes que j'avais déjà publiés, que je souhaitais republier dans le cadre justement d'un volume, qui soit cette fois-ci un volume, non pas une anthologie, mais un volume de mes nouvelles, et quelques inédites qui étaient essentiellement des textes que j'avais écrits pour des appels à texte et qui n'avaient pas été retenus. Donc j'ai composé un mélange des deux en essayant de trouver un équilibre, pas trop de redites au niveau des thèmes, mais finalement ça s'est composé très simplement j'avais pas énormément de textes parmi lesquels choisir, mais simplement ils se sont vraiment tous très bien accordés ensemble quelque part. Au niveau des thématiques, tu dirais qu'il y a quelle thématique qui se dégage finalement à la lecture du recueil ? Je dirais qu'il y a une prédominance peut-être des lieux et des ambiances. C'est quelque chose beaucoup de textes sont vraiment fondés sur ça, sur un lieu, une situation, une ambiance. Il y a un salon de tatouage, une aire d'autoroute, une salle de concert, des choses comme ça. Peut-être plus des ambiances que des thématiques, le fantastique, vraiment du basculement de quelque chose qui reflète les angoisses des personnages. Et peut-être le thème d'une espèce d'isolement, de solitude et d'angoisse face au surnaturel, face à une espèce d'isolement qui peut résulter de ça. Pour le reste, je ne sais pas. Je pense que s'il y a vraiment un fil conducteur, c'est peut-être effectivement les décors et les ambiances. Justement, c'est vraiment le fantastique qui fait irruption dans le quotidien. On a des lieux de passage très communs comme un restaurant, une aire d'autoroute. Qu'est-ce qui t'intrigue dans ces lieux particulièrement ? Les lieux de passage ? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'intrigue, c'est quelque chose qui me fascine peut-être plus. Les aires d'autoroute, j'ai du mal à expliquer, mais ça me paraissait un décor fabuleux pour une histoire parce que justement, c'est un endroit où on ne s'arrête jamais. On s'y arrête vraiment brièvement, mais on ne prend jamais le temps de s'arrêter et de regarder. J'aimais bien cette idée d'un personnage qui se retrouve coincé dans ce lieu et qui d'un seul coup s'arrête et regarde et constate qu'il se passe des choses vraiment étranges dans ce lieu. Et il y a également le texte sur le métro qui est peut-être Je pense que c'est un décor qui est fascinant pour toute personne qui vit à Paris ou dans une ville où il y a le métro. C'est un décor qui est porteur vraiment d'une ambiance très forte. Où des fois, il peut y avoir quelque chose d'un peu étrange où je pensais de temps en temps, on croise des espèces de couloirs où il y a des métros qui sont entièrement vides, qu'on aperçoit juste en passant, des petites choses comme ça qui suggèrent de temps en temps qu'on pourrait laisser le fantastique faire éruption là et que c'est un décor intéressant de ce point de vue. Est-ce que tu arrives à identifier un petit peu comment naissent tes idées ? Un métro qui passe, qui est vide, ou la lecture de légendes urbaines, ou est-ce que parfois tu es dans un lieu et tu te dis, tiens, là il y a peut-être quelque chose à attraper, à prendre, à modifier ? Mais effectivement, pour les lieux, je pensais notamment au salon de tatouage parce que là c'était vraiment très très clairement, je me suis fait tatouer en fait en 2001 et c'était une expérience qui est vraiment assez unique. Et j'ai eu envie d'expliquer comment ça se passe et je me disais que il y avait vraiment la matière pour raconter des histoires. Les salles de concert, c'est la même chose, c'est l'envie de décrire quelque chose, effectivement, je sais pas comment dire ça. D'être dans une situation qui me paraît porteuse vraiment d'une ambiance très forte et où on peut faire naître des histoires. Et en parlant d'histoire, il y a des personnages, tu le disais tout à l'heure, des personnages toujours très seuls, un peu mal dans leur peau, un peu isolés. Comment tu les définirais ? Comment je les définirais ? C'est des personnages qui sont souvent à la recherche de quelque chose, qui sont souvent en manque de quelque chose. Et c'est des personnages que je trouve intéressants dans un contexte fantastique parce qu'ils sont peut-être plus à même de basculer. Et peut-être plus à même s'ils sont à la recherche de quelque chose, de le trouver là où d'autres personnes pourraient être angoissées ou pourraient être horrifiées par quelque chose qui se passe. Et au contraire, ces personnages peuvent avoir une attirance, plutôt une fascination pour le surnaturel. Ce sont des personnages que je vois des personnages qui ont des failles et qui sont en recherche de quelque chose. Le fait qu'il y ait ces fêlures ou qu'il y ait ces failles, du coup ça rend leurs sentiments, ils sont un petit peu plus exacerbés, ils sont presque plus proches de nous ? J'ai l'impression que c'est l'impact, c'est en tout cas ce que me renvoient les lecteurs en général des textes, c'est que du fait que ces personnages ont ces failles, j'ai l'impression que des gens ont été énormément touchés par certains textes et se sont reconnus peut-être dans ce dont moi j'ai pas conscience en écrivant les textes. Le personnage s'impose, il est comme ça, et des gens viennent me dire ensuite, oui, ça je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà ressenti, et ont été visiblement très remués par certains textes. Mais c'est une chose sur laquelle j'ai pas vraiment de recul, puisque les personnages naissent comme ça et je me rends pas compte de l'impact qu'ils vont avoir ensuite.
Je voulais qu'on parle aussi de la musique, elle est présente dans le recueil. Tu écris en musique, elle a quelle part dans ta vie et dans ton écriture? Il y a une part qui est vraiment centrale et dans l'écriture en particulier, puisque effectivement j'écris en musique, mais en plus c'est souvent ma source d'inspiration principale, c'est-à-dire je vais pas de rares exceptions près, je vais pas me dire j'ai envie d'écrire sur ce thème. J'écoute une musique, elle fait naître une image où il y a une phrase que je trouve très forte et ça fait cogiter, et il y a des images, des personnages, des lieux qui vont en naître. Et j'écris souvent, en fait très souvent un texte est associé à une chanson ou plusieurs que je vais me passer en boucle en écrivant. J'ai vraiment besoin de ça, de cette imprégnation pour créer une ambiance. Le recueil part une première fois en 2004, il a une deuxième vie avec une première réédition chez Bragelonne. Quel regard tu as sur ce recueil il y a 5 ans maintenant et sur ces nouvelles? C'est un recueil auquel je suis assez attachée parce que déjà j'ai une grosse préférence pour la nouvelle par rapport au roman et c'est la première fois qu'on m'a offert la possibilité de composer un recueil. Donc ça a été une expérience très forte et il s'est vraiment passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose autour de ce recueil que j'ai pas eu avec les autres livres. J'ai du mal à expliquer pourquoi. Si des gens viennent me voir en signature et qu'ils me reparlent d'un seul livre, c'est celui-là systématiquement. Et quelque part, j'ai pas été plus étonnée que ça. Si un livre devait être repris et être repris en poche par la suite, quelque part, c'était logique que ce soit celui-là parce que c'est un livre qui a... C'est un peu comme les chats qui ont 9 vies. J'ai l'impression que ce livre a des cycles de vie en permanence et que à chaque fois que je pense qu'il a terminé sa vie, non, il se repasse autre chose. C'est un livre qui m'a vraiment échappé en fait. Une petite question, on pourrait parler de Mathilda ou d'autres textes, mais Serpentine donne le nom au recueil pour avoir choisi cette nouvelle particulièrement pour qu'elle soit éponyme. C'est une simple question de sonorité. J'aurais bien voulu au départ créer un titre qui ne soit pas celui d'une nouvelle parce que je me disais que les gens allaient un peu s'y perdre. Et j'ai pas réussi à trouver un titre générique qui puisse résumer l'ambiance ou donner le ton et qui ait vraiment un impact. Et j'aimais bien l'idée d'un titre en un seul mot en fait. Ça a vraiment une sonorité, ça a un impact. Je sais pas pourquoi celui-là me plaisait en particulier, mais on m'a fait remarquer par la suite qu'il y a souvent un élément qui se rapporte aux serpents, aux reptiles dans mes textes ou dans les métaphores, dans les titres. Et le deuxième recueil, j'ai pas fait exprès, s'appelle Notre-Dame aux écailles et ça renvoie un peu à Serpentine. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui me fascinait de toute façon dans cet élément reptilien en fait, mais j'adorais la sonorité de ce mot. Et simplement l'idée d'un titre qui claque comme ça, qui soit vraiment en un seul mot, 3 syllabes et tout est contenu en un seul mot. Alors le recueil a eu 2 prix, le prix Merlin et le GPI, le Grand Prix de l'Imaginaire. Quelle importance ont eu ces 2 prix pour toi? Le Merlin, c'était pour une nouvelle. Et c'était quand je commençais vraiment à publier, c'est le premier prix que j'ai reçu et je l'ai vraiment pris comme une reconnaissance à ce moment-là. Enfin, pas une reconnaissance, un encouragement plutôt. C'était un encouragement à continuer. Et le GPI, ça a vraiment été un moment fort et c'était... comme je disais, c'est un livre autour duquel il s'est passé des choses qui m'ont un petit peu dépassé. Et le GPI, c'était le couronnement de ça. C'était une manière de dire oui, c'est vraiment passé quelque chose de fort autour de ce livre qui, quelque part, m'a échappé. Et ça a vraiment été un moment de reconnaissance, effectivement. Et puis dernière question, rapidement, la préface, elle est de Michel Pagel. Pourquoi avoir demandé à Michel de faire la préface? Alors au départ, parce que l'Oxymore nous demandait, dans le cadre de cette collection de recueils, de choisir quelqu'un qui fasse la préface. Et moi, ça s'est imposé que ce soit Michel, parce que c'est une des personnes à qui je faisais relire tous mes textes, donc il connaissait très bien ce que j'écrivais. Je savais qu'il y était sensible. Et aussi parce que j'adore son approche du fantastique, donc je savais qu'on avait une approche commune, je dirais, du genre et qu'on est sensible aux mêmes choses, en fait. Donc je savais que déjà, il connaissait les textes, qu'il les appréciait, et que s'il y avait une personne qui, pour moi, était habilitée à en parler, ce serait lui. Eh bien, Mélanie Fazi, merci beaucoup. I love your girls and your gesture. It's very important, and I think you need to play tennis more and more.